Dans le silence d'une nuit, ou le murmure d'un jour naissant, chaque son recèle un secret. Une mélodie trouble, une ombre furtive, une énigme que seule la patience saura dévoiler. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prête? Entrons dans l'histoire. Ce soir-là, l'air était particulièrement calme, presque stagnant, comme si la soirée elle-même retenait son souffle. Nous étions conviés, Poirot et moi, à une réception musicale dans la demeure feutrée de Lady Cournet, une femme aussi discrète que cultivée, dont le salon accueillait ce que Londres compte de plus raffiné en matière d'oreilles mélomanes. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, et les lueurs dorées des appliques se reflétaient sur les verres de cristal, posés sur des guéridons en acajou. Je me souviens m'être senti, pour un instant, hors du temps, entouré de soie, de murmures polis et de parfums discrets. Hercule Poirot, quant à lui, installé dans un fauteuil trop profond pour sa petite stature, observait la scène non sans une certaine vigilance, comme s'il soupçonnait déjà la dissonance cachée sous l'harmonie. Son regard ne quittait pas la scène, bien qu'aucune musique n'ait encore été jouée. Les conversations s'éteignirent peu à peu. Un frisson d'attente parcourut la pièce. Une jeune femme allait bientôt jouer. Et sans le savoir, elle s'apprêtait à faire de cette soirée un souvenir que personne dans cette salle n'oublierait. Elle entra sans fracas, mais toute la salle sembla basculer dans une attente muette à sa seule apparition. La jeune femme, frêle, les cheveux relevés en un chignon flou, s'avança vers le piano, à queue, avec cette gravité que l'on ne voit guère que chez les êtres consumés par leur art. Elle ne salua pas, ne sourit pas. Ses mains frôlaient les touches avec la tendresse d'un adieu, et son regard, je le vis clairement, ne regardait personne. Poirot se pencha légèrement vers moi et murmura « Voilà une demoiselle qui ne joue pas pour être applaudie, mon ami. Elle joue pour exorciser. » Je ne sus que répondre. Quelque chose, en elle, troublait. Une pâleur étrange, une tension à peine contenue. Et pourtant, chacun de ses gestes semblait parfaitement mesuré, comme si sa destinée s'était accordée à l'instrument. Elle posa enfin les mains sur le clavier et joua. Dès les premières secondes, je compris que ce que nous entendions n'était pas une pièce ordinaire. Ce n'était pas une valse, du moins, pas une valse comme je les connaissais. Le rythme oscillait entre élégance et vertige, entre ordre et rupture. Chaque mesure semblait vaciller, comme un danseur qui tout à coup glisse sur le parquet ciré. Je vis Poirot froncer les sourcils. Lui, dont l'oreille était aussi précise que son esprit, paraissait troublé par quelque chose qu'il ne parvenait pas encore à nommer. Écoutez, Hastings, ce tempo. Il boite, dit-il presque à voix basse. C'est une valse écorchée, voilà le mot juste. La jeune femme, elle, jouait comme en transe, les yeux mi-clos, balancés entre les accents tordus de la partition. On sentait qu'il ne s'agissait pas simplement d'un morceau. C'était un appel, un cri peut-être, dissimulé dans les silences et les tensions harmoniques. Quelque chose s'annonçait. L'atmosphère devenait oppressante, et la salle entière retenait à nouveau son souffle. Puis, ce fut le cri, un hurlement bref, étranglé, surgissant de la gorge même de la jeune pianiste. Ses mains retombèrent lourdement sur le clavier, produisant une dissonance atroce, comme un coup de poignard musical en pleine poitrine. Elle bascula en arrière, raide, les yeux grands ouverts, et s'effondra dans un bruit sourd sur le parquet ciré. Le silence qui s'ensuivit fut si absolu que j'en eus des frissons. Lady Cournet se leva à demi, figée par la stupeur, tandis qu'un murmure s'élevait dans la salle, comme une onde de panique.
Poirot, déjà debout, s'approcha, avec calme, son regard rivé sur la boîte à musique posée au coin du piano. Elle avait commencé à tourner, toute seule, semblait-il, égrenant les premières mesures du même thème, la même valse écorchée, mais en version mécanique, presque spectrale. « Ne touchez à rien », lança-t-il doucement mais fermement. Je m'agenouillai près de la jeune femme, mais hélas, il était trop tard. Ses traits portaient encore la trace d'une terreur qu'aucune note ne devrait jamais contenir. Le concert était fini, mais le mystère, lui, venait tout juste de commencer. Dans le tumulte maîtrisé qui suivit, alors que les invités s'étaient regroupés à l'écart, hésitant entre émoi et décence, Poirot se pencha vers le piano. Là, posé tout contre la boîte à musique, se trouvait un métronome ancien, en bois verni, au balancier figé en plein milieu de sa course. Il le considéra longuement, sans le toucher, comme s'il cherchait à lire dans son silence même. Puis, relevant les yeux vers moi, il murmura « Hastings, c'est ici que tout commence. Ce rythme, voyez-vous, il était faussé, comme si quelqu'un dansait sur un plancher fissuré. Je ne compris pas tout de suite le sens de ses paroles, mais je notai le pli soucieux de ses sourcils, l'immobilité tendue de ses mains croisées dans son dos. Il ne s'agissait pas d'un simple malaise ni d'un accident. Et tandis que le dernier tintement de la boîte à musique s'éteignait dans l'air épais, Poirot, toujours penché sur le métronome arrêté, semblait écouter quelque chose que seul lui pouvait entendre. Ce fut par une lettre singulièrement sobre que Poirot reçut l'invitation, signée de la main ferme de M. Roget, directeur du conservatoire d'Ulysse. Elle le conviait à se rendre dans ce lieu retiré des Alpes françaises, pour y observer discrètement une élève prodige manifestement en proie à de graves troubles. Poirot, toujours curieux de ces mystères psychologiques, y vit aussitôt un défi à sa sagacité. Quant à moi, j'éprouvais une pointe d'appréhension mêlée d'excitation. La missive, bien que brève, laissait deviner que le calme apparent de ce conservatoire cachait des tensions insoupçonnées. Ainsi, sans plus tarder, nous prîmes la route vers ce lieu chargé de promesses et de secrets. Le conservatoire d'Ulysse se dressait, isolé et majestueux, au cœur d'une vallée alpine enveloppée d'un voile de brume. Hastings, dans ma mémoire, je revois ce bâtiment ancien aux façades austères, où chaque pierre semblait peser d'un passé secret et lourd. Le vent glacial faisait bruisser les vieux pins qui l'entouraient, tandis que l'atmosphère qui y régnait était presque palpable, une lourdeur silencieuse, comme si le temps s'y était figé. À l'intérieur, les vastes couloirs aux boiseries sombres et aux tapisseries fanées semblaient avaler le moindre son. Une musique lointaine, presque imperceptible, flottait en permanence, donnant à l'ensemble une aura presque gothique. Ce lieu ne ressemblait en rien au conservatoire bondé et éclatant d'une capitale. Ici, tout respirait l'intimité, l'exigence et l'ombre d'un passé tragique. Ce fut dans une petite salle de répétition que Poirot fit la connaissance d'Irène Vanel. Je me souviens de ses yeux, vifs mais troubleux, oscillant entre une fragilité presque enfantine et une nervosité palpable. Ses mains, fines et délicates, tremblaient légèrement tandis qu'elle jouait quelques notes sans conviction, comme si chaque son lui coûtait un effort immense. Poirot l'observait avec une attention particulière, notant chaque micro-expression, chaque battement de cils. Irène parlait peu, et lorsqu'elle le faisait, c'était toujours d'une voix basse, presque étranglée par l'angoisse. La jeune pianiste semblait hantée par un poids invisible, comme si un spectre du passé l'étranglait doucement. Dans le murmure des couloirs,
j'entendis bientôt l'histoire trouble de ce conservatoire. Madame d'Estrella, sa fondatrice et âme vive, était morte dans des circonstances floues il y a une décennie. Certains parlaient carrément de suicide, d'autres de mort accidentelle. Mais l'atmosphère lourde et les silences des pensionnaires laissèrent deviner un secret bien plus sombre. Le nom d'Estrella revenait souvent, chuchoté avec crainte ou respect. Ce passé semblait comme une ombre portée, couvrant le conservatoire d'un voile opaque qui pesait sur chacun de ses habitants. Nous remarquâmes vite, Poirot et moi, les regards furtifs échangés entre pensionnaires et professeurs. Monsieur Roger, le directeur, restait d'une réserve presque glaciale, ses silences plus éloquents que ses mots. Élise d'Estrella, la fille de la défunte, lançait des regards à la fois méprisants et inquiets, son attitude trahissant une jalousie à peine dissimulée. Les tensions palpables, mêlées à des non-dits, formaient un ballet discret de soupçons. Chaque geste, chaque parole semblait calculée, et Poirot, comme toujours, décryptait avec acuité ces indices invisibles aux yeux du commun. Alors que nous parcourions les longs couloirs, un air étrange parvint jusqu'à nous, s'échappant d'une salle close. Ce n'était ni tout à fait une mélodie, ni simplement un bruit. Une suite de notes dissonantes, entrecoupées, comme un cri étouffé. Poirot s'arrêta net devant la porte, le regard perçant. Il écouta attentivement, les sourcils froncés, avant de murmurer « Voilà une musique qui ne demande qu'à révéler un secret. » La tension monta d'un cran, et je compris que ce conservatoire recelait bien plus qu'un simple mystère musical. Assis dans un petit salon aux tentures épaisses, Irène s'ouvrit enfin à Poirot. Sa voix était faible, comme portée par un souffle à peine audible. Elle confia que, certaines nuits, elle entendait des murmures sourds, des voix qui semblaient venir des murs mêmes du conservatoire. Parmi ces voix, celle de Madame d'Estrella lui apparaissait distincte, comme un écho d'un passé trop lourd pour s'effacer. Poirot l'écouta avec attention, sans un geste d'incrédulité. Il avait toujours su que la vérité se cachait parfois dans ces franges invisibles du réel. Irène semblait hantée, et ses paroles, bien qu'étranges, portaient la marque d'une sincérité troublante. Je remarquai, moi, combien la jeune fille semblait prise au piège d'une présence invisible, comme si la musique elle-même n'était plus qu'un lien fragile entre ce monde et un autre, plus obscur. Irène poursuivit en expliquant que la partition de la valse écorchée exerçait sur elle une emprise singulière. Ce n'était plus un simple morceau, mais une force qui la poussait à jouer, parfois même sans conscience, comme dans une transe. Elle sentait ses doigts obéir à une volonté qui n'était pas la sienne, comme si la valse dictait à son corps un langage mystérieux. Cette confession ne fit que renforcer la perplexité de Poirot, dont le regard se faisait plus intense. Il se murmura qu'il faudrait bientôt comprendre si cette obsession était le fruit d'un déséquilibre psychique ou d'une manipulation plus calculée. L'ambiance autour de nous semblait s'alourdir. La musique invisible se faisait pesante, tandis que la jeune femme révélait peu à peu les ombres qui la rongeaient. Le lendemain, Poirot se pencha sur les archives du conservatoire. Il découvrit que la valse écorchée avait été composée la veille même de la mort de Madame d'Estrella, dans un climat de tensions extrêmes. Les annotations sur la partition trahissaient une agitation intérieure, des ratures soudaines, comme si l'auteur avait lutté contre un poids trop lourd. Cette découverte fit frissonner Poirot. La musique n'était plus un simple art, mais un témoignage, presque un cri silencieux, d'une femme au bord du désespoir. L'enquête, jusque-là orientée vers le présent, plongeait maintenant dans les méandres d'un passé chargé de secrets. Pour la première fois, nous sentîmes que la clé de l'énigme reposait
sur cette partition inachevée, dont chaque note semblait contenir une vérité voilée. Je me surpris à repenser aux circonstances mêmes de la mort de Madame d'Estrella. Suicide, avait-on dit, une noyade dans le lac proche, douce et certaine. Pourtant, quelque chose détonnait dans cette version officielle. Les détails semblaient trop parfaits, trop arrangés. Le conservatoire, avec son atmosphère lourde et ses non-dits, laissait entendre qu'un secret plus sombre avait été dissimulé sous le voile du silence. Poirot, fidèle à sa méthode, ne laissait rien au hasard. Il s'interrogeait sur l'éventualité d'un message codé, d'une mise en scène destinée à masquer un crime. Le doute s'installa, subtil mais tenace, entre les murs chargés d'histoire. Alors que nous explorions la chambre d'Irène, un détail attira l'attention de Poirot, un métronome ancien, cassé net, gisant au sol. Cet objet avait appartenu à Madame d'Estrella, un instrument intime, presque sacré, pour mesurer le rythme de la vie. Pourquoi se trouvait-il brisé ici, dans la chambre de la jeune pianiste? Aucune explication rationnelle ne s'imposait, et pourtant, le symbole était puissant. Le métronome figé semblait figurer un temps arrêté, un rythme brisé, comme une métaphore du drame familial qui s'écrivait derrière ces murs silencieux. Cette découverte renforça l'idée que la vérité allait bien au-delà d'un simple accident ou d'une folie passagère. Poirot se tenait un instant en retrait, l'esprit en pleine effervescence. Il observait Irène, dont la fragilité oscillait dangereusement entre vulnérabilité authentique et possible subterfuge. Était-elle victime d'un trouble profond, ou quelqu'un cherchait-il à la déstabiliser volontairement? Les pistes semblaient se brouiller entre la réalité tangible et l'ombre d'une manipulation perverse. Le doute s'insinuait, comme une brume légère, mais persistante. Ce doute, Poirot le savait, serait la clé pour dénouer les fils emmêlés de cette affaire. Je sentais, moi aussi, que rien n'était ce qu'il paraissait, et que chaque vérité cachait une autre vérité, plus sournoise encore. Lorsque Poirot et moi pénétrâmes dans la salle de répétition, un étrange contraste nous frappa immédiatement. Au centre, gisant sans vie, se trouvait Simon Larocque, la tête appuyée contre le clavier du piano, tandis qu'en arrière-plan, la boîte à musique continuait de jouer cette même valse écorchée, son tintement mécanique se répétant inlassablement. Le silence pesant de la pièce était rompu seulement par ce refrain obsédant, presque cruel dans sa douceur. La scène, à la fois macabre et silencieuse, laissait supposer un instant figé, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Je me souviens de l'émotion contenue de Poirot, qui observait avec une concentration extrême les détails qui nous échappaient. Le corps de Simon ne montrait aucun signe de lutte. Son visage reflétait une surprise figée, mais rien qui suggérait un combat désespéré. L'horreur de la découverte contrastait avec la mécanique immuable de la boîte à musique, rendant l'atmosphère aussi angoissante que fascinante. Nous étions désormais plongés dans une énigme où la mélodie devenait complice du silence funèbre. Poirot s'avança lentement vers la boîte à musique, fixant longuement le cylindre qui tournait sans fin. Il semblait captivé par cette contradiction, la douceur d'une mélodie enfantine face à la brutalité de la mort récente. « Hastings, murmura-t-il, n'est-ce pas étrange que ce mécanisme persiste dans son élan, alors que tout ici, autour de lui, est figé dans une immobilité glaçante? Son regard, perçant, explorait chaque détail, comme s'il voulait déceler un indice invisible. La lente rotation, le cliquetis régulier du cylindre, tout cela formait une étrange partition en suspens. Le silence du corps, inerte, et le son répétitif semblaient s'opposer dans une danse macabre.
Je ressentis moi-même cette tension insolite, cet équilibre fragile entre le temps arrêté et le rythme obstiné d'une musique qui refusait de s'éteindre. C'était là, dissimulé dans cette immobilité, que résidait, selon Poirot, le secret de cette tragédie. Nous passâmes en revue la pièce dans ses moindres recoins. Pas une fenêtre ouverte, pas une porte forcée, aucun meuble déplacé, aucun objet brisé. Tout semblait à sa place, comme figé dans un décor immobile. Il n'y a pas la moindre trace d'effraction, constata Poirot, scrutant les serrures intactes. Il n'y a eu aucune lutte, aucune résistance. Ce constat renforce notre perplexité. Comment un meurtre pouvait-il avoir lieu dans un espace si clos, sous l'œil impassible d'une mélodie qui tournait en boucle? Qui, parmi les nombreux pensionnaires du conservatoire, aurait pu perpétrer ce crime sans éveiller le moindre soupçon? Je sentis poindre la complexité de l'affaire, et une part de moi doutait que la vérité fût aussi simple qu'elle semblait le vouloir. L'interrogatoire des élèves révéla rapidement que tous, sans exception, avaient un alibi pour le moment du meurtre. Tous, sauf une, Lotte Meinhard. Sa présence au moment du drame restait inexplicable. Lotte, une pianiste au tempérament farouche et passionné, avait toujours vécu dans l'ombre d'Irène et de Simon. Son absence d'alibi devint rapidement un point d'attention majeur pour l'enquête. Cependant, malgré l'absence de justificatif, rien ne semblait l'incriminer directement. Lotte se montrait réservée, voire distante, refusant de se justifier davantage, et son silence nourrissait autant l'inquiétude que le doute. Au fil de mes conversations, j'appris que la jalousie de Lotte envers Simon et Élise était profonde. Elle enviait leur complicité et semblait ressentir une rancune tenace. Ce ressentiment, je compris vite, était loin d'être passager. Il affectait son comportement, ses paroles et sans doute ses actions. La rivalité musicale se doublait d'une rivalité affective, tissant un réseau complexe de sentiments mêlés. Pourtant, malgré ces tensions évidentes, rien ne prouvait que cette jalousie ait pu mener à un acte aussi extrême. Cela ajoutait simplement une couche supplémentaire au mystère qui nous entourait. Poirot, fidèle à son habitude, ne se laissa pas convaincre par cette accusation trop évidente. Il s'interrogeait, scrutait chaque réaction, chaque hésitation. Le fait que Lotte soit la seule, sans alibi, semblait presque trop commode, comme un piège tendu pour détourner l'attention. « Hastings, dit-il un jour, la vérité aime souvent se cacher derrière le masque de l'évidence. Il ne faut jamais céder à la tentation de l'accusation facile. » Nous reprîmes l'analyse de la scène, revisitant les témoignages, réexaminant les faits. Chaque détail paraissait porter un double sens, chaque geste semblait calculé. Poirot sentit que ce meurtre n'était pas l'œuvre d'une passion débridée, mais d'une main froide et méthodique. Le coupable avait voulu manipuler l'enquête, semer la confusion et orienter les soupçons vers la rivale évidente. Ainsi se renforça ma conviction. L'énigme allait bien au-delà des apparences, et la solution serait, comme toujours, dans la psychologie et la minutie. Au fil de nos investigations, Poirot m'informa d'une relation ambiguë qu'entretenait Simon Larocque avec Élise d'Estrella. Leurs échanges, à la fois tendres et empreints de tension, semblaient cachés sous un voile de secret. Cette liaison, plus qu'un simple caprice, portait la marque d'un lien complexe, jalonné de non-dits et d'influences troubles. Il paraissait que Simon, à certains moments, menaçait d'ébruiter un secret grave concernant la famille d'Estrella, ce qui nourrissait une atmosphère lourde de menaces. La nature exacte de ce secret demeurait cependant floue, mais la suspicion grandissait. La mort de Madame d'Estrella n'était peut-être pas le fruit du hasard.
En approfondissant, j'appris que Simon avait bel et bien proféré des avertissements, discrets mais insistants, à l'encontre d'Élise. Il évoquait un lourd secret, un poids qui pesait sur le passé de la défunte, menaçant de tout faire basculer si jamais il venait à parler. Ce chantage, voilé sous des termes sibyllins, instaurait un climat de peur palpable autour d'Élise, dont le visage trahissait une inquiétude qu'elle peinait à dissimuler. Cet élément nouveau renforçait la complexité du mystère. La mort de Madame d'Estrella pourrait bien avoir été précédée d'une tension insoutenable, lourde de conséquences. Lors d'un entretien avec Irène, Poirot découvrit que la jeune pianiste avait soigneusement dissimulé une part essentielle de son histoire. Elle n'était pas orpheline comme elle l'avait affirmé. Ce mensonge, qui semblait anodin, au premier abord, prenait soudain une dimension cruciale dans le cadre de l'enquête. La véritable filiation d'Irène, étroitement liée à la famille d'Estrella, ouvrait de nouvelles perspectives sur les motifs et les secrets enfouis. Cette révélation fit vaciller la fragile image que nous avions d'Irène, la peignant désormais comme un personnage bien plus impliqué dans ce drame qu'il n'y paraissait. Au cours d'une exploration méticuleuse du grenier du conservatoire, nous découvrîmes une partition ancienne, raturée et jaunie par le temps. Ce manuscrit, à première vue inachevé, portait des annotations surprenantes, identiques à celles que l'on retrouvait sur la fameuse valse écorchée. Ce lien ténu entre les deux œuvres suggérait que cette dernière n'était pas un simple caprice artistique, mais portait un message codé, un témoignage enfoui. L'étrange coexistence de ces partitions renforçait l'impression que la musique elle-même détenait la clé de ce mystère, servant d'écho à une tragédie oubliée. Peu à peu, la valse prit une place obsédante dans le quotidien du conservatoire. Plusieurs pensionnaires se surprenaient à la fredonner sans s'en rendre compte, comme si elle s'infiltrait insidieusement dans leurs pensées. Cette omniprésence mystérieuse créait une atmosphère presque hypnotique, où la musique devenait un personnage à part entière. L'effet psychologique était tangible. Le souvenir de Madame d'Estrella et de ses secrets semblait se manifester à travers cette mélodie, tissant un lien invisible entre passé et présent. Malgré l'abondance d'indices, Poirot percevait une certaine dissonance. Trop de coïncidences s'accumulaient. Trop de pistes menaient à des impasses soigneusement dressées. Il était évident, selon lui, que plusieurs fausses pistes avaient été intentionnellement semées pour brouiller l'enquête. Ces leurres, savamment orchestrées, visaient à détourner l'attention des véritables mobiles et coupables. Chaque révélation, chaque accusation semblait répondre à une stratégie minutieuse, où l'ombre du passé servait de toile de fond, à un jeu de dupes habilement mené. Poirot redoubla de prudence, convaincu que la vérité véritable se cachait derrière ce voile de tromperie. Nous nous trouvions devant un puzzle dont les pièces avaient été volontairement mélangées, et il ne restait qu'à retrouver la logique cachée sous ce chaos apparent. Ce fut dans le silence feutré de mon bureau que Poirot déposa devant moi la partition originale de la valse écorchée. Loin d'être une simple composition, ce manuscrit portait les traces d'une main agitée, presque fébrile. Poirot scrutait attentivement chaque mesure, chaque note, ses petits yeux pétillants derrière ses lunettes rondes. « Hastings, dit-il doucement, vous remarquez ces irrégularités. Les notes ne sont pas là par hasard, elles forment un motif codé. Intrigué, je me penchai sur la feuille jaunie, et, à mesure que Poirot décryptait la complexité musicale, le sens se dévoilait. Ces mesures, plus que de la musique, c'était un message, un langage secret. Chaque changement rythmique,
Chaque dissonance contenait une information, des dates, des noms, des références cryptées à des événements anciens. Cette valse, loin d'être une simple œuvre artistique, devenait la clé d'un mystère profondément enfoui. Poirot, infatigable, poursuivit son déchiffrement. Il associait les notes à des lettres, aux initiales des membres de la famille d'Estrella, reliant les passages musicaux à des dates précises qui coïncidaient avec des événements marquants. Chaque phrase musicale devenait ainsi une énigme dans l'énigme. « Voici, Hastings, murmura-t-il, la musique qui raconte une histoire interdite, une histoire de trahison et de secrets bien gardés. Les noms qui apparaissaient dans ce code étaient lourds de signification. Des alliances brisées, des promesses violées. Ce cryptogramme musical dévoilait peu à peu les tensions qui avaient rongé la famille et la douleur d'une mère prise au piège de ses complots. Je songeais alors à la fragilité d'une mélodie qui, derrière sa beauté apparente, portait le poids d'un drame familial, tissé dans l'ombre d'une partition que seuls quelques-uns pouvaient comprendre. Quelques jours plus tard, lors d'une fouille discrète dans une armoire oubliée du conservatoire, Poirot mit la main sur un petit carnet à la couverture usée. C'était le journal intime de Madame d'Estrella. À travers ces pages, elle exprimait ses doutes, ses peurs et surtout ses soupçons. Elle y relatait comment elle avait découvert certains agissements suspects au sein de sa famille, notamment l'existence d'un secret qu'elle redoutait de révéler. Son écriture, parfois tremblante, témoignait d'une femme tiraillée entre l'amour maternel et la crainte d'une trahison imminente. Ce journal constituait une pièce maîtresse. Il apportait un témoignage direct de la fondatrice, une voix venue du passé qui mettait en lumière les dessous troubles de cette histoire. Les indices accumulés dessinèrent bientôt un tableau clair. Madame d'Estrella avait découvert l'existence d'une fille illégitime, cachée et protégée du regard du monde. Irène. Cette révélation, explosive, bouleversait l'équilibre familial. Le secret de cette filiation, tenu jalousement par Élise, était le nœud gordien de la tragédie. L'existence d'Irène menaçait directement la succession et la réputation de la famille, créant une atmosphère de suspicion et de peur. Poirot comprit que cette trahison était le ferment du malheur qui avait frappé le conservatoire, et que la musique codée était un dernier appel désespéré de Madame d'Estrella pour faire éclater la vérité. En recoupant les faits, Poirot fit une découverte lourde de conséquences. Élise, jusqu'alors perçue comme une héritière discrète mais loyale, était en réalité la marionnettiste de cette sinistre pièce. Elle avait orchestré la mort de sa propre mère, utilisant la peur et le chantage pour faire taire la vérité. La mise en scène du suicide, savamment préparée, devait protéger son héritage et sa place dans la société. Plus encore, Élise avait fait éliminer Simon, qu'elle considérait comme une menace à ses plans. Sa jalousie, mêlée à une ambition froide, l'avait poussé à manipuler tous ceux qui l'entouraient, y compris Irène, qu'elle cherchait à isoler et déstabiliser pour mieux la tenir à distance. Poirot exposa cette machination avec une précision chirurgicale, dévoilant les multiples visages de la duplicité. Enfin, Poirot s'attarda sur le rôle d'Irène, victime malgré elle de cette sombre toile. Élise, par ses manœuvres habiles, avait peu à peu déstabilisé la jeune fille, la poussant au bord de la folie pour l'éloigner du conservatoire et la réduire au silence. Cette manipulation psychologique, insidieuse, avait profondément marqué Irène, nourrissant ses angoisses et ses hallucinations auditives. La valse, omniprésente, devenait le reflet de ce combat intérieur.
Poirot conclut que derrière la tragédie se cachait non seulement un meurtre, mais aussi une tentative délibérée de briser une âme fragile, d'effacer une vérité gênante sous un voile de folie apparente. Poirot avait ordonné que tous les protagonistes soient réunis dans le grand salon du conservatoire, cette pièce majestueuse que l'on appelait depuis longtemps le Salon Rouge. L'air était chargé d'une tension palpable, presque électrique, alors que chacun prenait place, visiblement conscient que le moment tant attendu approchait. Je remarquais les regards échangés, certains furtifs, d'autres empreints d'une froide détermination. Chacun savait, à présent, que la vérité allait être mise à nu. Poirot, impassible dans son fauteuil, paraissait prêt à dérouler sa toile de logique et de finesse. La pièce se fit silencieuse, et dans ce calme suspendu, je pris conscience du poids de ce qui allait être dévoilé. Le temps semblait s'être arrêté, le destin de tous ces êtres étant suspendu aux paroles de notre chère détective. Je laissais mes yeux balayer la salle, tandis que Poirot s'élevait pour prendre la parole. Sa voix, claire et posée, résonna dans le silence avec une autorité tranquille qui captiva immédiatement l'attention de tous. L'atmosphère devint presque théâtrale. Chaque silence et chaque regard semblait peser davantage que les mots. Poirot, avec son regard perçant, posa les bases de son raisonnement, annonçant qu'il allait révéler les fils cachés derrière ce drame. Je sentis alors les muscles se tendre, les respirations se retenir, comme si tous anticipaient déjà la chute finale. L'enquête, qui avait cheminé dans l'ombre, allait enfin s'éclairer. Avec la précision d'un maître d'orchestre, Poirot commença à tisser les fils invisibles du mensonge. Il reconstitua les silences pesants, les regards échappés, les jalousies dissimulées au cœur du conservatoire. Chaque manipulation, chaque dissimulation fut exposée, dévoilant le réseau complexe d'émotions refoulées et de rancunes étouffées. Il fit apparaître les jeux d'influence, les non-dits, les rancunes tenaces, qui avaient lentement empoisonné l'atmosphère. Le murmure de la vérité s'élevait peu à peu, illuminant les zones d'ombre. Le voile se levait sur une réalité douloureuse, où chacun, à sa manière, portait une part de responsabilité. Puis vint le moment crucial, où Poirot révéla ce que nul ne voulait entendre. Il dévoila qu'Irène Vanel n'était pas une simple élève, mais la fille illégitime de Madame d'Estrella, soigneusement tenue à l'écart par Élise. Cette révélation fit l'effet d'une onde de choc. L'image d'Irène, jusqu'alors celle d'une jeune fille fragile, prit une dimension nouvelle, pleine de complexité et de poids. Poirot expliqua comment ce secret, jalousement gardé, avait façonné les destins et nourri les rancunes. Le passé venait briser le présent avec la force d'une vérité longtemps étouffée. Enfin, Poirot exposa la part sombre et implacable de cette histoire. Élise, par peur de l'opprobre et pour préserver son héritage, avait orchestré la mort de sa propre mère. Mais la tragédie ne s'arrêtait pas là. Elle avait également fait éliminer Simon, dont la menace grandissait, à mesure que le secret risquait d'éclater. Chaque geste, chaque silence d'Élise fut analysé avec une rigueur implacable. Son visage, jusque-là impassible, trahit, enfin, la défaite intérieure face à l'inévitable vérité. Poirot conclut avec une gravité qui nous pesa tous. La jalousie et la peur pouvaient conduire aux actes les plus terribles, même au sein des liens du sang. Après avoir exposé chaque détail, Poirot se leva lentement et s'approcha du piano, d'un pas mesuré. Un silence respectueux s'installa, comme si le temps même suspendait sa course. Il posa délicatement ses doigts sur les touches,
puis joua un passage de la valse écorchée, un passage impossible dont la complexité semblait défier toute virtuosité normale. La mélodie, tout à coup, révéla ses secrets. Ce n'était pas seulement une œuvre musicale, mais une confession codée de Madame d'Estrella. Chaque fausse note, chaque dissonance traduisait des mots, des noms, des aveux silencieux. La vérité, jusque-là enfouie dans les plis de la partition, éclata dans l'air immobile du salon. Les visages présents se figèrent, absorbés par cette révélation sonore, comme si l'âme même de la défunte se manifestait à travers ces accords. Poirot posa ses mains, le regard brillant d'une certitude grave. La confession finale était là, inscrite dans la musique, et nul ne pourrait plus l'ignorer. Un poids sembla se déverser sur la pièce lorsqu'Élise, soudain, s'effondra en silence. Sa façade impassible se brisa dans ce moment suspendu, laissant place à une détresse contenue et à une résignation presque sacrée. La vérité venait d'être dévoilée, et avec elle, les masques tombèrent. Personne ne prononça un mot, comme si le poids du drame et la solennité de l'instant imposaient un respect muet. Poirot, toujours maître de lui, laissa ce silence s'étirer, conscient que cette révélation marquait la fin d'un long voyage tortueux. Je sentis alors, plus que jamais, combien les passions humaines, mêlées aux secrets et aux non-dits, pouvaient façonner le destin des âmes. Dans ce conservatoire chargé de musique et de mémoire, la vérité s'était jouée comme une dernière valse, douloureuse, inévitable et éternelle. Dans la quiétude feutrée du conservatoire, un frisson parcourut l'air lorsque la police fit discrètement irruption. Élise, dont le masque d'impassibilité avait déjà commencé à se fissurer, fut saisie sans un mot. Son regard vide, exprimant un mélange d'abandon et d'inévitable capitulation. Aucun geste, aucune protestation ne troubla ce moment solennel. Elle fut conduite hors du bâtiment, entourée d'un silence lourd, tandis que les regards des témoins suivaient son départ avec une intensité muette. La justice venait de frapper à la porte, et malgré le poids du drame, un certain soulagement semblait se répandre parmi ceux qui attendaient cette conclusion. Peu de temps après, Irène fit ses adieux au conservatoire du Lys. Son départ fut empreint d'une émotion contenue, mêlée de trouble et de libération. Elle quittait enfin un lieu chargé de douleur et de secrets, mais emportait avec elle la vérité, aussi lourde soit-elle. Son regard, jadis hanté, semblait s'éclaircir, laissant entrevoir une force nouvelle, une promesse de renouveau. Alors que les portes se refermaient derrière elle, la salle sembla se délester d'un poids invisible. Pour la première fois, l'avenir paraissait ouvert, quoique incertain, et l'ombre du passé s'estompait doucement. Seul désormais dans le salon rouge, Poirot demeurait immobile, contemplant la boîte à musique silencieuse. Ce silence, presque sacré, semblait contenir l'essence même de ce qui venait d'être révélé. Le tic-tac suspendu, la mélodie interrompue, tout évoquait le temps figé et les destins brisés. Poirot, d'un regard profond, semblait méditer sur les répercussions d'un secret qui, longtemps caché, avait fini par détruire des vies. Ce silence portait la mémoire des âmes passées, des douleurs enfouies, et la mélancolie d'une vérité désormais libre. La réflexion de Poirot s'étendit bien au-delà des murs du conservatoire. Il parla alors, avec la sagesse qui le caractérisait, des effets persistants du passé sur le présent. Comment les crimes, les trahisons, naissent souvent d'un amour trop orgueilleux, d'une peur irrationnelle de perdre ce qui fait la valeur d'une vie. Ces fantômes invisibles hantent les vivants, sculptent leurs actions et leurs destins. La mémoire,
fragile et puissante à la fois, est à la fois un refuge et une prison. Poirot évoqua ces thèmes avec une douceur teintée d'amertume, nous invitant à comprendre que derrière chaque énigme se cachait une part d'humanité blessée. Je me souviens des derniers mots de Poirot, prononcés dans ce même salon, avec une gravité qui pesait sur nos âmes. La musique, Hastings, comme le crime, ne tolère ni la fausse note, ni le silence. Cette phrase résonna longtemps en moi, plus qu'une simple maxime, une vérité profonde. La musique, avec ses harmonies et ses ruptures, est le miroir des émotions humaines, de leurs contradictions et de leurs secrets. Et le crime, fruit des passions et des peurs, suit le même chemin, toujours prêt à révéler la dissonance cachée. Je vous laisse, cher lecteur, avec cette interrogation. Auriez-vous su entendre, avant qu'il ne soit trop tard, la dissonance qui rongeait ces âmes? Car dans le murmure des notes inachevées réside parfois la clé de nos propres mystères. La vérité, fragile et lumineuse, se dévoile parfois dans le silence des notes oubliées. Et vous, sauriez-vous entendre la dissonance avant que le dernier accord ne retentisse? Si cette histoire vous a touché, likez, commentez votre pensée et partagez-la avec d'autres âmes curieuses. Que chaque mystère demeure une invitation à écouter plus profondément le murmure des secrets enfouis.